Donc un grand merci de nous avoir rejoints donc sous ce titre Prix bas, prix juste. Quel est le vrai prix des bonnes choses? Bon, alors évidemment, au-delà du clin d'œil relativement appuyé à une enseigne de grande distribution qu'on connaît bien, évidemment, cette question résonne complètement avec l'actualité et l'inflation qu'on connaît sur les prix alimentaires, qui ont vu un certain nombre de nos concitoyens se détourner justement des bonnes choses. On pense notamment aux fruits et légumes, aux produits frais, au bio. Et ce qui pose évidemment la question de la valeur de l'alimentation, une valeur qui va bien au-delà de sa simple valeur économique. Manger, c'est le lien à sa santé, le lien aux autres, ce qui fait société, on l'a vu à travers un certain nombre de projets. Évidemment aussi le lien à l'environnement, la construction de nos cultures, des identités. Donc on voit ainsi toute une somme de valeurs qui ne sont pas évidemment prises en compte dans le simple prix économique de notre alimentation, d'autant que ce prix-là ne prend pas en compte un certain nombre d'externalités négatives, qu'elles soient sociales, sanitaires ou environnementales. Vous savez sans doute, un récent rapport de la FAO, tout récent, là, du mois dernier, qui chiffre les coûts cachés des systèmes agricoles et alimentaires dans le monde et qui les évalue à environ 12 000 milliards de dollars, ce qui est absolument considérable. C'est l'équivalent de 10% du PIB mondial, des coûts cachés de notre alimentation. Donc, pour reprendre peut-être le titre d'un bon rapport du réseau CIVAM, que vous connaissez peut-être, on va essayer donc ce matin-là de résoudre cette fameuse quadrature du poireau, cette équation impossible du prix juste, qui soit à la fois rémunérateur pour les agriculteurs, accessible pour les consommateurs. Donc vous avez compris, on vous l'a expliqué ce matin, mais peut-être je vous le rappelle, donc on va avoir un premier tour de table ici, et puis on aura ensuite des questions-réponses, un petit temps qu'on se donnera, peut-être 10-15 minutes, plutôt 10 minutes, vu que le temps vous avez compris, relativement compté. Et donc ces questions, vous pouvez les poser en ligne, enfin vous êtes invités même à les poser en ligne. Donc pour ceux qui nous suivent en distance, c'est directement dans l'application sur laquelle vous êtes en train de nous regarder. Et puis pour vous qui êtes en salle, donc vous avez compris que vous devez scanner le QR code qui est au dos de votre badge, et ça vous permettra d'accéder à la rubrique questions-réponses. Alors peut-être cette question du prix juste, François Collard-du-Tilleul, pour commencer avec vous. Donc je rappelle, vous êtes juriste, professeur émérite à l'université de Nantes, et vous aviez justement quelques mots à nous proposer et quelques idées, mais partir peut-être de cette question du juste, entre justesse, justice, où est-ce qu'on se situe exactement? Merci, bonjour à toutes et à tous. Le juste prix, en effet, c'est quelque chose à trouver entre la justesse et la justice. Et en réalité, pour moi, le prix juste, c'est le prix qui arrive à faire coïncider justesse et justice. Alors actuellement, justesse, on le prend dans une optique qui est presque exclusivement économique. C'est le prix d'équilibre qui vient de l'ajustement entre l'offre et la demande. Alors on dit que le prix est juste parce que c'est un prix d'équilibre. On sait que ça ne marche pas, en tout cas pas pour les produits alimentaires, parce que l'offre n'est pas vraiment concurrentielle, la demande n'est pas élastique, enfin aucune condition n'est vraiment réunie, mais on fait comme si ça marchait. Et on dit que le prix est juste parce que c'est le prix d'équilibre, c'est le libre-échange. Justice, ça fait appel à toute autre chose. Justice, ça fait appel à un autre type d'ajustement, où il ne s'agit pas d'ajuster des offres et des demandes, mais il s'agit d'ajuster des ressources naturelles et des besoins vitaux. Et pour l'instant, les ressources naturelles, elles sont considérées comme des marchandises, on en traite comme des marchandises, on les achète, on les vend, et les besoins vitaux, ils ne sont pas considérés autrement que pour les autres, ça fait partie de la demande, et donc si on a les moyens, tant mieux, si on n'a pas les moyens, tant pis. Entre l'offre et la demande et les ressources et les besoins, il y a des politiques publiques, il y a besoin de politiques publiques. Et donc, il faut le dire, les politiques publiques, c'est ce qui peut permettre de faire coïncider justesse et justice du prix, faire coïncider le marché, parce que le commerce, on ne peut pas se passer du commerce, mais aussi cet objectif d'ajuster des ressources naturelles et des besoins vitaux, de façon à ce que, comme le disait Dominique Potier, la dignité de l'être humain soit associée à le bien-être de notre maison commune. Alors comment on fait pour faire coïncider justesse et justice? Alors si j'avais les réponses comme ça
en 2 minutes, parce que c'est comme ça qu'il faut faire dans une table ronde, ça se saurait. Mais je voudrais simplement indiquer très rapidement deux éléments sur lesquels je suis en train de travailler, parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres. L'un des éléments, c'est l'information du consommateur. Je vous engage, vous, commerce équitable, je vous engage à relire les règlements européens sur l'information du consommateur. Vous y verrez des informations obligatoires, des informations facultatives, des informations interdites. Et notamment un certain nombre d'informations interdites sur l'origine géographique. Pourquoi sur l'origine géographique? Parce que si on donne l'information sur l'origine géographique, on risque de détourner le consommateur de la mondialisation. Ce qui est bien pour l'économie, pour la justesse du prix, c'est que ce ne soit pas important que le bien vienne de Chine ou de mon village. Puisque mon critère de la justesse, ça doit être le prix. Si on donne des informations, alors on risque de développer une autre logique chez le consommateur. Et je cite souvent cet exemple de la pizza industrielle. Je l'achète, je ne sais pas d'où vient le blé, peut-être il vient du Mali, peut-être on prive le Mali du blé, peut-être la tomate, elle aura fait 2 fois le tour du monde, peut-être le porc, il viendra d'on ne sait où, et en fait, on ne nous dit pas d'où ça vient pour qu'on ne puisse pas faire des choix en fonction de cette origine. C'est un exemple, l'origine. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner sur l'information du consommateur. Donc je vous engage à relire les règlements européens, puisque c'est l'information du consommateur, c'est la compétence de l'Union européenne. Et puisque l'Union européenne, d'après ce que j'ai compris, a plein de bonnes intentions, pour l'instant, ce serait pas mal de mettre ça aussi sur la table et vous pouvez l'y aider. Le deuxième élément, il est plus français, c'est d'abord pour faire apparaître ce non-sens de ce qu'on appelle la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. En réalité, non, c'est une taxe sur le prix ajouté. Parce qu'on ne sait absolument rien, ou en tout cas très peu de choses, de ce que peut ajouter comme valeur tous les intermédiaires dans la filière alimentaire. Il y en a même qui vont augmenter le prix en ayant retranché de la valeur, en termes sociaux, en termes environnementaux ou en termes de santé humaine. Mais à chaque fois, on applique une taxe sur le fait d'augmenter le prix entre ce que je reçois de mon fournisseur et ce que je vends à mon client. Et donc, la TVA, il faudrait l'appeler d'abord une taxe sur le prix ajouté et pas une taxe sur la valeur ajoutée. Et voir à mettre valeur au pluriel et à essayer d'imaginer ce que pourrait être une taxe sur les valeurs retranchées et une taxe sur les valeurs préservées. Parce qu'au fond, si je prends un exemple simple, c'est très technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre un produit bio et un produit non bio. Alors un produit bio, il préserve l'environnement, il préserve la santé humaine, je vais vite. Il préserve l'environnement et la santé humaine. Comment en est-il récompensé? Il en est récompensé par un prix qui est plus élevé. Par un prix qui est plus élevé. Alors que le produit non bio a un prix moins élevé, mais non seulement il n'a pas défendu les mêmes valeurs, mais peut-être qu'il nous coûte, dans la salle à côté, le prix pas cher, il nous coûte plus cher. C'est quelque chose comme ça sur une des affiches. Parce qu'en fait, c'est la collectivité qui va prendre en charge la santé humaine dégradée, la santé environnementale dégradée ou la santé sociale dégradée. Eh bien, il s'agit de penser une taxe sur les valeurs préservées ou sur les valeurs retranchées. C'est-à-dire quelqu'un qui ne favorise pas la santé humaine, qui ne favorise pas la santé environnementale, eh bien, on va lui appliquer une taxe positive, c'est-à-dire ce sera son prix plus une taxe. Et puis celui qui au contraire préserve, ce sera une taxe négative. Ce sera le prix de revient moins l'équivalent de ce qu'il a préservé et de ce qu'il a permis à la collectivité d'économiser. Et c'est un moyen, comme un autre, si on y pense, de pouvoir réintroduire une justice entre des produits qui sont plutôt favorables à la santé humaine, environnementale et sociale et des produits qui le sont moins. Et quelle est la voie pour arriver à ça? Alors évidemment, il faut des plaidoyers, il faut y réfléchir. Mais il y a une chose qu'on peut faire assez vite en tout cas, mettre sur la table, c'est que la question de la TVA, par exemple, sur les denrées alimentaires, sur les produits agricoles,
elle n'est jamais débattue au Parlement, jamais. Ce n'est pas une question qui est débattue au Parlement. C'est décidé dans des cabinets ministériels, c'est décidé dans des cabinets européens, mais ce n'est pas débattu démocratiquement. Alors, c'est vrai que peut-être il y a des choses bonnes qui sont faites. Les produits bio ont une TVA comme ci, le Nutella a une TVA comme ça, et encore, en fait, ils ont la même, mais on pourrait faire un débat politique de cette taxe sur les prix ajoutés pour en faire une taxe sur les valeurs retranchées ou préservées, appliquées à tous les produits agroalimentaire. Et c'est pour moi, je termine juste en disant ça. Quand je suis venu il y a 2 ans parler dans ces mêmes assises, j'avais dit de manière un peu provocatrice, le commerce équitable, je trouve ça formidable pour les producteurs. Alors, à quand le commerce équitable pour les consommateurs ? Eh bien, il me semble que si on réfléchit à cette fiscalité, si on réfléchit à l'information que l'on donne aux consommateurs des possibilités de choisir autrement, et il y a d'autres voies que ça, on peut arriver à faire un commerce qui est doublement équitable pour les producteurs et pour les consommateurs. Mais il faut oser aller dans cette voie. Dominique Potier n'est plus là, mais s'il a besoin d'idées pour déposer des propositions de loi, je peux lui en donner. Merci. Merci beaucoup François. Donc on retient cette idée autour de taxe sur les valeurs actualisées retranchées ou sur les valeurs préservées, absolument. Donc proposition peut-être à suggérer. Isabelle Petitpas, donc je rappelle, vous êtes éleveuse en Bretagne, donc administratrice de Biolay. Vous êtes éleveuse en Ille-et-Vilaine. Vous avez, si je vous regarde comme ça, je pense une 50aine de vaches laitières. Ça se voit dans mes yeux. Ça se voit dans vos yeux, voilà. Vous m'avez dit aussi que vous êtes non issue du milieu agricole. Donc femme, Nima, éleveuse, on imagine que vous avez dû passer un certain nombre de barrières pas évidentes. Vous êtes convertie en agriculture biologique en 2010 suite à une des nombreuses crises du lait, et donc administratrice de Biolay qui n'a pas les statuts juridiques de coopérative, mais tout à fait les modes de fonctionnement de coopérative, et donc labellisé bio et équitable. Alors peut-être nous rappeler ce qu'est et ce qu'a développé Biolay tout au long de son histoire, notamment sur les processus de mutualisation pour baisser les charges, les pratiques vertueuses que vous avez pu mettre en œuvre, et puis sur les contractualisations commerciales à long terme. Donc peut-être un peu un rappel de tout ce que vous avez mené chez vous à Biolay. Très bien. Bonjour à tous. Oui, donc Biolay est né en 1994 de 6 producteurs, de 6 fermes en fait, qui voulaient reprendre en main la commercialisation de leur lait bio. Et donc, petit à petit, au fil des années, on va bientôt avoir 30 ans, en 2024, on a essaimé nos belles idées un peu partout sur le territoire. Et aujourd'hui, il y a 1200 fermes qui adhèrent à ce groupement de producteurs qui est géré donc par les producteurs, avec un statut d'OP commercial pour pouvoir vendre le lait en circuit long, avec aussi des producteurs transformateurs, donc un peu partout sur la France. Il a été mis en place une démarche qualité propre à Biolay, pour mettre en avant justement ce dont parlaient aussi tous les intervenants qui sont passés à la tribune, que nous on appelle des externalités positives et qui effectivement sont pour une meilleure, pour la maîtrise de la gestion de l'eau, pour mettre en avant le fait que le travail en agriculture biologique, c'est de la non-pollution de l'eau, donc un coût de dépollution en moins, par exemple. On a aussi travaillé, donc on travaille sur le pâturage. L'essentiel des producteurs a une surface en herbe et un accès au pâturage pour les vaches
qui est prioritaire. Nous avons aussi engagé par vote, parce que aussi sur la gouvernance, c'est une ferme, un vote. Voilà, donc on s'est engagé il y a quelques années à acheter, si on avait besoin d'acheter, des aliments 100% français. Donc pour éviter la déforestation, ces coûts de carbone aussi, pour faire venir toute cette marchandise. Enfin, on travaille sur la labellisation bas carbone, on s'est engagé dans le commerce équitable aussi parce que c'est dans nos convictions. Voilà. Sur la biodiversité, nous avons voté dernièrement en Assemblée générale des nouveaux critères à intégrer dans notre démarche qualité pour renseigner sur le bien-être animal, les longueurs de haies qui sont déjà sur nos fermes et la rémunération du travail, le temps de travail, le bien-être au travail aussi des humains et des humaines. Voilà. Ça veut dire aussi que du coup, tout au long de l'histoire de Biolay, vous avez pu au fur et à mesure contractualiser sur le long terme avec des partenaires. Oui, alors sur la contractualisation dans la démarche équitable, tout à fait, on essaye de contractualiser sur du long terme, ce qui aujourd'hui est très difficile. Comme le commerce équitable, nous vivons une période vraiment très compliquée pour les producteurs. Difficulté de commercialiser sur du long terme avec tous nos partenaires en fait. Donc là, nous, enfin, les producteurs ne rêvent plus autant qu'ils ont rêvé et la réalité est très difficile. On n'est pas suivi par le service public alors qu'on estime aussi avoir une mission de service public en collectant sur tous les territoires. Donc aujourd'hui, on est dans la difficulté, clairement. Et on en appelle aussi à tout le monde, à nos députés, pour un soutien. Très bien, c'est entendu. Effectivement, une situation compliquée dont on aura d'autres échos, j'imagine. Et peut-être d'ailleurs en Côte d'Ivoire, donc à Satatoumbia, vous présidez le conseil d'administration de l'ECAM, l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui. Donc c'est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, entre San Pedro et Soubré, c'est ça? C'est ça. Voilà. Vous-même, vous cultivez 15 hectares de cacao, 4 hectares d'EVA. Et donc cette coopérative, c'est 3000 producteurs, dont 542 femmes, m'êtes-vous empressé de me préciser, pour produire 8000 tonnes de cacao par an sur environ 13 000 hectares. Donc c'est une coopérative certifiée commerce équitable depuis 2016, UTZ Rainforest Alliance depuis 2017, et vous avez converti une partie de la production en bio depuis 2020. Et pour autant, vous expliquez aussi une situation un petit peu compliquée, c'est au moins ces dernières années, de trouver un prix suffisamment rémunérateur pour couvrir les coûts de production malgré ces initiatives de mieux-disant. Donc peut-être nous décrire aussi la situation chez vous et les pratiques que vous avez mis en œuvre de durabilité autour de vos procédés de production. Exactement. Bon, pour mieux comprendre un peu notre difficulté, il faut voir les 3 dernières années où nous avons reçu les différents prix. Déjà le prix de 900 francs CFA, 900 francs CFA, et après 850 francs CFA, et à ce jour nous sommes à 1000 francs CFA le kilo de cacao. Et sur ces 3 dernières années aussi, le coût de la vie est toujours monté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut payer du carburant ou bien même nos enfants à l'école, c'est vraiment difficile. Le coût de la vie est toujours monté. Et si vous comparez avec les prix ont monté 900, après descendent à 850, et après 1000 francs. Et le coût de production aussi est toujours monté et ne baisse jamais. À chaque année, le coût monte et ne baisse jamais. Les conséquences qu'on vit, c'est que le travail des enfants est toujours présent, malgré nos efforts, malgré l'accompagnement des partenaires, le travail des enfants est présent. La déforestation, c'est-à-dire que si on ne peut pas payer
des engrais, on ne peut pas fertiliser nos sols en ce moment. Il faut aller sur d'autres sols encore qui est encore la forêt, donc il faut la couper, donc la déforestation va toujours exister. Le droit de l'homme, des travailleurs, parce que en fait, un producteur, chaque année, essaie de prendre de l'âge. Moi, j'ai pris le champ de mon oncle quand j'avais à peine 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Vous voyez que le travail que je pouvais faire avant, je ne peux pas le faire maintenant. Et c'est à l'instar de presque tous les producteurs de la région, pas forcément de la coopérative, mais tous les producteurs de la région. Donc, étant vieux, on est obligé de prendre des personnes pour pouvoir travailler dans nos champs. Et malheureusement, le prix ne montant toujours pas, ou bien ne couvre pas le coût de production et le coût de la vie toujours élevé, on ne peut pas respecter le droit des travailleurs que nous avons. Alors, notre déception, en fait, vu que la production du cacao, c'est vraiment une culture chez nous. Nous, on a hérité de nos papas et de nos oncles. Et dans toutes les familles en Côte d'Ivoire, vous allez voir toujours un producteur. Voilà, un producteur. Donc, le cacao, c'est notre identité en Côte d'Ivoire. On ne veut pas l'abandonner, on ne veut pas se décourager en ce moment. En tant que producteur, on se met ensemble et on crée des coopératives. Et la mienne a été créée en 2004. Et quand on crée les coopératives, il faut derrière chercher des partenaires sérieux, des partenaires qui sont engagés, comme nous. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on reste dans la cacaoculture, donc des partenaires qui sont engagés, et que je parle d'engagement, le partenaire qui est respecté du prix, qui est respecté de l'environnement, qui accepte de nous accompagner avec ses principes. Donc, nous avons des partenaires. En ce moment, il faut aussi qu'on soit certifié. Il ne faut pas avoir d'abord la certification avant de chercher des partenaires parce que c'est vraiment difficile. Ce marché, ce sont des marchés de niche. Donc, pour nous, la coopérative ECAM, nous avons cherché d'abord des partenaires. Nous avons un très bon partenaire qui est hollandais, qu'on appelle Tunis, qui nous accompagne dans nos programmes de comment on appelle ça, de certification. Donc, on a été certifié Commerce équitable Fairtrade. Et chaque année, ce partenaire s'est engagé à long terme avec nous. Et ça, c'est très important de le souligner. Ce partenaire s'est engagé à long terme, 5 ans avec nous. Et chaque année, on met en place un programme de développement. Et ce programme de développement, nous recevons une prime d'abord du commerce équitable à travers ce partenaire-là. Et si le prix est très bas, nous recevons aussi un différentiel qui a été calculé par le commerce équitable pour permettre aux producteurs d'ajuster le prix. Et ce montant va à 100% aux producteurs. Et ce partenaire aussi nous accompagne avec un prix additionnel. Donc, on a la prime de la certification, on a une prime différentielle et on a un prix additionnel qui est reversé aux producteurs aussi à 80%. Tous ces primes-là nous permettent aujourd'hui non seulement aux producteurs de recevoir de l'argent conséquent et qui a le courage de continuer le cacao, mais aussi d'inverser dans des actions communautaires, voilà, comme des écoles, comme l'eau potable. Et on arrive aussi à donner des prêts scolaires à nos producteurs pour que les enfants puissent aller à l'école, ce qui a donné vraiment une bonne visibilité à la coopérative. Nous sommes aujourd'hui la meilleure coopérative nationale de notre pays. Et les producteurs, nous sommes passés de 89 producteurs, comme l'avait dit, je dis à 3000 producteurs. Donc la coopérative est dans une position de grandir tout en respectant les hommes, la femme et la planète. Au-delà de cela, de ce partenariat avec nos partenaires, ce partenaire, nous avons 3 acheteurs, il fallait que je souligne aussi. Et au-delà de cela, il faut être entouré de d'autres partenaires, des partenaires techniques et des partenaires financiers. Parce qu'il faut noter que les banques n'acceptent
pas de financer les coopératives chez nous parce qu'ils trouvent que le secteur n'est pas assez stabilisé pour qu'on puisse nous accompagner. Donc, on a des partenaires qui sont engagés dans le commerce équitable, comme la CIDI qui travaille avec nous. On travaille avec l'AVSF, on travaille avec Fairtrade Africa pour tout ce qui est la bonne gouvernance, pour nous permettre de prendre la parole. Vous avez parlé, je sais pas, il y a un intervenant qui a parlé de l'école de leadership. Notre coopérative a bénéficié de cela aujourd'hui. Donc, vous avez dit qu'il y a 500 femmes, plus de 500 femmes qui se trouvent dans notre coopérative. Oui, parce que grâce à l'accompagnement de Fairtrade, nous avons compris la place de la femme. Et cette place de la femme a été tellement ventilée dans notre coopérative qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec 500 femmes, des femmes qui sont heureuses et qui sont prêtes à accompagner la coopérative. Donc, c'est un des piliers où repose le succès de la coopérative, les femmes. Et voilà, voilà ce que je peux dire, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Doumbia. Donc, on comprend bien effectivement l'environnement de collaboration dans lequel vous travaillez, à la fois des relations commerciales au long terme avec quelques acheteurs et puis donc des partenaires techniques et financiers pour vous accompagner dans votre coopérative. José Tissier, vous êtes donc président de Commerce Équitable France. Donc, autour de cette question du prix juste, voilà, je sais que voilà, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez beaucoup. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, et peut-être pour revenir sur ces questions purement de prix et de sa fixation, nous partager vos idées. Oui, merci Damien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors peut-être pour démarrer, 2 remarques liminaires. C'est que la première, le prix producteur, qui est bien sûr emblématique du commerce équitable, c'est là qu'on est attendu, évalué. Mais ne retenir que cette question-là serait réducteur du commerce équitable. Je crois que les présentations ce matin ont montré toute la richesse du concept de commerce équitable et je vais revenir parce que ça n'est pas anodin quand on discute des prix. La deuxième remarque liminaire, c'est que la fixation d'un prix juste n'est pas finalement une question technique, ou en tout cas, ce n'est pas la caractéristique ou le plus importante. Bien sûr, ça n'est pas facile d'estimer des coûts de production ou d'estimer un revenu minimum vital, mais la question, au final, est ailleurs. Un prix, dans toutes les économies, c'est d'abord la cristallisation d'un rapport social. Dans l'économie dominante dont on a parlé tout à l'heure, ce rapport social est vécu comme un rapport de force avec des valeurs de compétition, de mise en concurrence généralisée. On parle même parfois de guerre économique. Le commerce équitable, lui, il se positionne comme une alternative à ces valeurs, à ces pratiques. Ce point est très fondamental. Il va mettre en avant, c'est ce qu'on a dit toute la matinée, des valeurs de coopération, des valeurs de partenariat solidaire. Et le prix, finalement, sera l'aboutissement d'un processus sur lequel je vais parler un petit peu. Donc on est sur une logique de prix négocié versus une logique de prix imposée par le maillon le plus fort de la chaîne de valeur. Alors, aboutissement d'un processus, un processus qui commence quand il y a création ou structuration d'une filière, avec des acteurs qui se réunissent, des producteurs, des transformateurs, et qui visent à établir des relations de partenariat entre eux, à construire quelque chose de fort. Assouta a parlé de la nécessité pour elle de trouver des partenaires. C'est bien toute la question. Et ces partenaires, quand ils vont élaborer ce prix, vont rentrer dans un processus de discussion, négociation. Les producteurs vont partir des coûts de production. Les approches peuvent varier suivant les pays, suivant les labels, mais l'épure
de la constitution d'un prix équitable est celui que je vais décrire, c'est-à-dire partir des coûts de production que les producteurs évaluent à partir de leur propre comptabilité ou avec éventuellement d'appui de services extérieurs, et puis communiquer cette information à leurs partenaires qui eux-mêmes connaissent leur propre prix et qui discutent et tous ensemble avec les producteurs pour voir quel pourrait être le prix final au niveau du consommateur et voir si on reste, comme on dit, dans le marché ou pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on part effectivement d'une notion de coût de production, mais qui ensuite est négocié, discuté à l'épreuve du réel, du marché tel qu'il s'impose. Alors, ce prix se trouvera dans un contrat pluriannuel. Ça, c'est un autre élément important qui a été évoqué par les intervenants de Biolay ou de la coopérative ECAM. La sécurisation que ça donne aux producteurs est tout à fait importante. 5 ans, c'est considérable. 3 ans, déjà, c'est bien. Et ça permet effectivement, en particulier, de faire face à un avenir qui n'est pas toujours très sûr et d'investir quand même. C'est un élément décisif. Ce contrat pluriannuel peut comprendre d'ailleurs des clauses tout à fait originales parfois. Il existe des contrats avec des clauses de partage du risque climatique, par exemple. Et généralement, ces contrats comportent des clauses de revoyure au cas où la conjoncture évolue. Et on voit que parfois, il peut y avoir des évolutions très rapides, voire des ruptures qui appellent les partenaires, il s'agit bien de partenaires, de se revoir et de rediscuter. Alors, pour autant, le commerce équitable, donc, qui a comme volonté de s'affranchir autant qu'il le peut des règles du commerce qu'on a évoquées à plusieurs reprises ce matin, n'y arrive pas totalement. En amont, quand il détermine un prix, il s'écarte du marché quand il va proposer au producteur un prix qui sera supérieur au cours mondial, par exemple, ou à ce que donnerait le cours mondial. Mais il est rattrapé en aval parce qu'in fine, on se retrouve sur un marché voisin. Les filières équitables n'existent pas dans un couloir totalement étanche au reste de l'économie. On sait que 80% des produits alimentaires sont négociés, sont achetés par les consommateurs en France dans la grande et moyenne distribution. Donc les prix issus du commerce équitable, les produits issus du commerce équitable se retrouvent dans le linéaire d'à côté, confrontés aux prix issus, aux produits décidément, aux produits issus du commerce dominant. Et donc là, la comparaison est douloureuse. Les acteurs, pour faire face à ce problème au niveau de la demande, peuvent essayer d'entamer une montée en gamme au niveau qualité, mais là on se heurte à des limites d'un marché de niche, peuvent essayer de massifier, de faire davantage de volume pour aller chercher des économies d'échelle, mais à partir du moment où vous posez essentiellement, par construction, que vous aurez une attention particulière, des critères sociaux particuliers, des critères environnementaux particuliers, vous serez toujours en décalage par rapport aux filières qui ne sont pas engagées de cette façon. Et alors, le consommateur, lui, va se retrouver face à un choix, et on ne peut pas tout demander au consommateur. C'est la notion de prix accessible pour le consommateur. S'il veut acheter 1 litre d'huile d'olive, par exemple, et qu'il a un produit qui va lui coûter 100 issu du commerce conventionnel et 130 un produit issu du commerce équitable ou bioéquitable, eh bien certains vont franchir le pas, mais d'autres ne pourront pas, ne voudront pas le franchir. Et on est dans une situation, ce qu'évoquait François, où le consommateur n'est pas en fait au courant de la totalité des enjeux. Il ignore en particulier comment se fabriquent ces prix, il ignore quelles sont les marges des différents intervenants dans la filière, il ignore par exemple que les marges commerciales dans la grande distribution sont généralement supérieures sur les produits bioéquitables que sur les autres produits.
Il ignore que la part qui revient aux producteurs à l'origine du lait ou du cacao est relativement infime par rapport au prix du produit alimentaire qu'il achète. Et il ignore certainement ce qu'on appelle, et le mot le dit bien, les coûts cachés, ce qui correspond à ce qu'a évoqué François, à tous ces effets qui peuvent être positifs et négatifs, mais dont la balance générale est plutôt négative. Donc on va parler de dommages qui sont faits dans le cadre du processus de production ou dans le cadre du processus de transport, de distribution, etc. et qui sont très importants. On a parlé de 10% du PIB, mais rendu au niveau du consommateur, on considère que pour 100 de dépenses alimentaires, vous avez à peu près 100 de dépenses, enfin de coûts cachés, qui correspondent à des dépenses sur l'environnement, sur la santé, qui se traduisent en définitive par des impôts, des taxes, des cotisations sociales, des frais d'assurance, des que sais-je, qui in fine vont se retrouver chez le consommateur devenu contribuable, assuré social, etc., etc. Mais ça n'apparaît pas. Donc on est confronté à un choix biaisé. Et c'est là que, et je m'arrêterai là-dessus, qu'effectivement, on a besoin de pouvoirs publics pour remettre un peu d'équerre ces choix et donner leur chance aux acteurs qui s'engagent sur des objectifs qui sont ceux des producteurs, des consommateurs et de la société. On pourrait y revenir. Merci. Parfait. Merci beaucoup, José. Alors c'est terrible, toujours cette bataille contre le temps. Alors je me tourne vers les organisateurs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on en prend? Est-ce qu'on n'en prend pas? Est-ce qu'on s'en tient là? Alors que me dit... Ah, on fera pas de pause. D'accord, bon. Bien, je ne fais que relayer une information je ne suis responsable en rien du fait que nous n'aurons pas de pause. Donc nous n'aurons pas de pause, ce qui veut dire quand même que, j'imagine, on doit quand même terminer relativement rapidement cette table ronde, mais est-ce qu'on prend quand même une ou deux questions? Alors moi j'ai un problème technique, c'est que j'ai plus d'écran de recul sur lequel devait apparaître, de retour, pardon, lequel doit apparaître, je crois qu'il y a juste un câble de débranché, mais je ne veux pas faire de bêtises. Puisqu'on aura du coup les questions qui vont apparaître sur l'écran, moi je propose qu'on en prenne une ou deux auxquelles vous répondrez successivement. Vous l'avez compris de manière relativement concise et je vous en remercie d'ailleurs de l'avoir été jusqu'alors. Et puis donc on enchaînera la deuxième table ronde ensuite. Alors c'est mon problème, c'est que moi je ne suis pas du tout équipé d'un point de vue numérique. Parfait. Donc, une question pour... les questions sont très dirigées, donc pour Isabelle Petitpas et pour Assata Doumbia. Donc, une question pour Isabelle. Vous avez mentionné dans votre présentation les difficultés économiques auxquelles font face les éleveurs, y compris ceux engagés chez Biolay. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces difficultés? Eh bien, les difficultés... Oui, ça marche bien. Les difficultés aujourd'hui, c'est le non-soutien des pouvoirs publics. Clairement, l'aide au maintien, par exemple, est fortement compromise. Les aides qu'on appelle MAEC et l'éco-régime est rebaissé parce que l'enveloppe n'était pas suffisamment conséquente pour le nombre de fermes pouvant y prétendre. Aujourd'hui, l'agriculture biologique est fortement malmenée. Il y a une forte déconsommation de ces produits depuis 2 ans, pour les raisons qu'a souligné José à côté de moi. Et donc, aujourd'hui, on a, sur toute la filière lait biologique, 40% du lait produit qui part dans la filière conventionnelle, parce qu'il n'y a pas de consommateurs au bout, en fait. Voilà, tout simplement.
les raisons pour lesquelles aujourd'hui la filière est en difficulté. Merci. Vous me disiez que vous aviez mis en place une cellule un peu justement de plaidoyer. Exactement. Depuis 2 ans, on a créé un pôle dans nos instances Biolay pour aller se faire entendre auprès des pouvoirs publics et pour faire entendre donc notre voix, les pratiques vertueuses que nous utilisons aussi, enfin, que nous pratiquons, les pratiques vertueuses que nous exerçons sur nos exploitations pour faire valoir les bienfaits du mode d'agriculture que nous pratiquons. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Alors question la dirigée pour Assata Doumbia. Si vous pouvez préciser, effectivement on ne l'a pas évoqué, le pourcentage de volume que vous vendez en commerce équitable et si cela est suffisant pour changer la situation des producteurs. Il faut dire qu'il y a 3 ans de cela, jusqu'à là on vendait 30% de notre volume en commerce équitable avec le même acheteur. Et sinon, les autres acheteurs ne prenaient pas du commerce équitable. Donc, c'est 30%. Et grâce à notre système de travail et à l'ouverture de transparence que nous avons avec notre partenaire, ce partenaire essaye d'ouvrir et d'encourager les coopératives qui font des efforts. Donc, cette année, la coopérative a été jugée auprès du partenaire, une coopérative qui a fait des efforts. Donc, notre volume au niveau du commerce équitable a augmenté de 50%. Sinon, jusqu'à là, c'était 30%. Et ces efforts, c'est grâce à notre manière de travailler, comme je l'ai dit, transparence, parce que tout à l'heure, ils ont dit, dans la question aussi, ils ont parlé de primes différentielles. Donc, nous avons plusieurs audits pour vérifier que le producteur a effectivement reçu les primes. Les primes différentielles est reversées au producteur à 100%. Donc, c'est-à-dire que si on reçoit 500 francs, on doit reverser les 500 francs par kilo au producteur et le volume qu'il est livré sur le volume certifié commerce équitable. Et il y a la prime aussi additionnelle qui est reversée par l'acheteur. Et cette prime aussi est auditée. Donc nous recevons 3 à 4 audits selon les primes, selon comment on appelle, le client, pour vérifier qu'effectivement le producteur a reçu les primes. Et c'est justement ce respect que nous avons vers les producteurs, vers nos partenaires, que nous vaut aujourd'hui cette année 50% de notre volume qui a été accepté, qui a été pris par notre partenaire. Entendu. Et puis, toute dernière question, et on s'en tiendra là pour cette table ronde. Désolé pour la dernière question qui, je pense, ouvrirait un débat encore très large. Okay. Mais du coup, effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. C'est on a des prix sur le marché international du cacao qui atteignent des records depuis, je crois, 1979. Et donc, qu'en est-il pour les producteurs? Visiblement, ce n'est pas des prix sur les marchés qui sont répercutés sur les prix d'achat. Voilà, ce que moi je dis le plus souvent à mes producteurs, en fait, nous les producteurs, puisque je suis producteur, mais je suis la présidente de la coopérative. Donc, ce que je dis à mes frères producteurs, c'est que la prime ne peut pas être durable. Il faut qu'on travaille plutôt sur le prix. Et le prix, c'est le prix qui est fixé par celui des régulateurs en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Conseil Café-Cacao, qui nous donne le prix de 1000 francs. Et d'après ce que nous avons entendu, sachez que nous, les producteurs, nous n'avons pas accès au marché international. On ne sait pas comment se calcule le prix qu'on fixe. Mais le Conseil nous explique que nous recevons 60% du prix calculé sur le marché international. Donc, à ce jour, lors du lancement de la campagne, le 1er octobre, nous avons reçu le prix de 1000 francs et certains l'ont dit que le prix devait aller au-delà de 1000 francs. Et le Conseil vraiment nous a expliqué, nous les producteurs, pourquoi est-ce que ce prix ne va pas au-delà de 1000 francs, parce que le Conseil fait ce qu'on appelle des ventes anticipées. Donc, ces ventes anticipées
peuvent être avantagés comme désavantagés par le conseil. Donc, pour les producteurs. Donc, le prix d'abord qui fixe 1 000 francs, ils font tout pour pouvoir respecter ce prix de 1 000 francs. Et ce que le conseil essaye aussi de faire, en plus du prix de marché, on demande aux acheteurs de reverser aux producteurs ce que nous appelons le DRD. Le DRD, c'est le revenu décent qui est fixé à $400 la tonne chaque année, ce que refuse aussi l'industrie parce qu'ils se disent que le prix est élevé. Bon, ils ont une manière de calculer qu'en tant que producteur, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je le dis à chaque fois, ce prix, on va toujours s'accrocher, on va faire toujours les plaidoiries pour avoir le prix. Mais il faut aller au-delà de la cacaoculture, nous les producteurs. Il faut aller à la diversification, il faut aller à la transformation, il faut chercher des marchés pour nos produits, non seulement pour le cacao, s'affiler à des bons partenaires, comme nous l'avons fait depuis plus de 10 ans, mais il faut la diversification d'autres produits comme le manioc, le maïs et ainsi de suite. Il faut chercher du marché pour cela aussi. Il faut vraiment être bien coordonner cette activité pour que ces efforts encore que feront les producteurs, que ce soit bénéfique, qu'on ne retombe pas dans les histoires de prix que nous ne maîtrisons pas, comme le prix du cacao sur le marché. Merci. Parfait. Bah, écoutez, José, Isabelle, Assata, François, un grand merci.